Édition spéciale, bienvenue à vous. La question du RIF entre escalade, des violations, répression, marginalisation. On ne lésine sur aucun moyen pour étouffer les revendications, pour contrer les menées qui ne font pas grand cas du respect des droits humains. Associations, partis politiques et bien sûr le Parti national du RIF conjuguent leurs efforts afin d'internationaliser le combat et surtout faire en sorte que cette mémoire collective demeure prégnante au sein des instances internationales pour asseoir bien sûr l'indépendance et surtout le recouvrement de tout un peuple dans ses droits fondamentaux. Quelle est la voie à suivre pour y parvenir compte tenu de la répression du Merzen? Quelle est la responsabilité politique et morale de l'Union européenne et des organismes régionaux et internationaux sur cette question? Quelle est la feuille de route et la vision pour le futur proche pour atteindre ces objectifs? On parle de tout ça, à tout de suite. La question du RIF entre mémoire et perspective, parlons-en avec mes invités sur le plateau. Tout d'abord, j'ai l'honneur d'avoir avec moi Oussama Ridouane, président du Parti national RIFin. Merci d'être là. Bonjour, merci beaucoup, merci pour l'invitation. C'est un plaisir de vous avoir. Et également avec moi, Marie-France Depré, ancienne, toujours peut-être, pourquoi dire ancienne, membre du comité Free Assange et surtout actuel membre du comité Free Ali. Merci d'être là et bienvenue. Merci de m'accueillir. Et également avec nous, Ali Arras, militant et ancien prisonnier politique. Vous allez nous rapporter un témoignage glaçant sur vos conditions d'internement à la fois dans les prisons du Merzen et également en Espagne. Merci d'avoir répondu présent. Merci pour votre invitation. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Commençons par vous, Oussama Ridouane. Il a été annoncé la création du Forum international pour la République du RIF. C'était il n'y a pas longtemps. Cette revendication vise donc davantage à internationaliser le combat rifin. C'est une nouvelle voie pour la lutte vers l'indépendance, on peut le dire franchement. Exactement, c'est le chemin que nous prenons. C'est une alliance qu'on a appelée Global Alliance for the RIF Independence. C'est un comité qui est composé d'hommes politiques, de femmes politiques, africains, européens, des journalistes, des militants de droits de l'homme. Et des sociétés civiles, des organisations non gouvernementales. L'idée de cette alliance est de raconter la narration rifaine, raconter la cause rifaine, expliquer les dimensions de cette cause, les dimensions humaines, les dimensions politiques, historiques, culturelles. Et ces personnes-là ont tous ou toutes accepté de faire partie de cette alliance, chacun dans son pays, dans sa région, afin de porter la voix du RIF, porter la voix du peuple rifin dans toutes les régions du monde. Marie-France Depré, je me retourne vers vous. La libération du peuple rifin est fondée sur un triptyque, sur une trilogie à la fois qui s'articule sur des mots simples mais pourtant qui sont puissants dans leur signification. Vérité, justice, souveraineté. Quel est le contexte de ces piliers aujourd'hui? Alors, moi, en tant que membre du comité Ali, je voudrais d'abord expliquer que nous avons été interpellés sur la situation du peuple rifin à travers justement la lutte d'Ali, qui depuis sa cellule a lutté pour lui-même et pour les prisonniers rifins et sahraouis qui étaient internés avec lui. Et nous, dans le comité, nous étions pas forcément des gens très politisés. Et donc, nous ne connaissions pas toujours bien la situation. Mais, grâce à Ali, nous avons été interpellés sur la situation du peuple rifin et sur la violation des droits de l'homme dont le peuple rifin est toujours menacé et dont il subit les conséquences, emprisonnement et privation de tout, je dirais, pour la vie quotidienne. Privation d'hôpitaux, d'écoles, etc. Ça, on le sait. Et donc, nous sommes, par rapport au peuple rifin, dans la position de ceux qui soutiennent l'autodétermination des peuples. Et nous disons, c'est à eux, c'est au peuple rifin de choisir sa voie. Et cette voie, nous la soutiendrons parce que nous avons compris que leurs droits fondamentaux sont menacés.
droits fondamentaux sont menacés. Justement, pour les défendre, il faut le lancement d'un processus juridique et politique visant à restaurer la dignité d'un peuple dont les droits fondamentaux, on l'a dit, ont été bafoués durant de nombreuses années. Mais qu'est-ce que cela signifie, ce combat, concrètement sur le terrain, Ali Haras? Cela signifie que nous, sans nos droits, sans notre dignité humaine, nous ne pourrons pas avancer dans ce chemin qui a été tracé par nos ancêtres surtout et par nos racines qui ont été là et qui sont toujours là aujourd'hui vivantes. Et c'est un honneur pour moi et c'est un privilège pour moi d'être membre de ce parti et de présider aussi donc l'Observatoire des droits de l'homme RIFIN et de porter assistance surtout et d'en témoigner sur tous les crimes qui se font encore aujourd'hui dans notre pays, le RIF, et bien sûr, et toutes les violations des droits qui se font encore dans la diaspora concernant les RIFIN. Oussama Redouane, il s'agit, on l'a dit, d'internationaliser le combat RIFIN et surtout faire en sorte que les RIFIN reprennent leur destin en main. Mais au niveau international, est-ce qu'il y a un impact? Est-ce qu'il y a un mouvement, une dynamique sur cette question-là au sein des instances internationales? Comment ça s'articule et quels sont les retours que vous avez? Alors, premièrement, nous sommes présents et très actifs en Europe. Nous avons des bureaux en France, en Espagne, aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne. Donc, à travers notre diaspora qui est très présente, on est en contact permanent, de communication permanente avec les instances européennes et les instances de droits de l'homme, l'Union européenne, la Commission européenne, et puis aussi en Afrique, grâce à l'exposition que nous offre un pays comme l'Algérie, dont le soutien est très important pour notre cause, mais aussi des pays comme l'Afrique du Sud et d'autres partis politiques africains qui défendent notre cause auprès des institutions africaines. Donc nous sommes un parti qui a été créé en 2001. Nous avons parcouru beaucoup d'étapes. On est encore un parti jeune, mais les résultats sont d'ores et déjà très très bons par rapport à ce qui était attendu. Et la lutte continue. Nous sommes convaincus que c'est un travail de plusieurs générations. Nous, on fait notre part et sûrement la génération suivante prendra le relais pour atteindre l'objectif qui est l'indépendance du RIF. On est à combien de membres à peu près au sein du continent européen? Alors en Europe, c'est facile, on est des centaines, mais ce qui est frappant dans notre lutte, c'est les membres dans le RIF occupés. Et ça à travers... vous savez, il y a quelques années, il y a 2 ans, on a lancé un projet de carte d'identité RIFEN qui est symbolique. On a atteint le chiffre de 4000 demandes et dans 70%, c'est des demandes qui émanent du RIF. Pour vous dire le degré d'adhésion à notre cause, parce qu'on est le porte-parole de tout un peuple. C'est une responsabilité qu'on a prise suite au Hirak du RIF où des gens simples, des personnes, des travailleurs, des chômeurs sont sortis dans la rue pour réclamer des droits simples, l'hôpital, l'école, l'université du travail, n'ont pas eu un porte-parole, n'ont pas eu de perspective politique. Et donc on s'est créé pour cet objectif, pour leur donner cette perspective politique, pour défendre leurs droits. On estime que le peuple RIFA n'a pas à mendier ses droits. On est sous occupation et donc la première lutte qu'on devrait lancer, c'est la lutte pour l'indépendance. Et ensuite, on s'en lancera dans la construction d'un futur État RIFIN, construire ses institutions et reconstruire tout le pays parce qu'il y a tout à faire dans le RIF. Et l'ONU dans tout ça? L'ONU, c'est une étape parmi d'autres. On essaye. On est parti au siège de l'ONU 2 fois il y a 2 ans. C'est un travail qui est très 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 dur. Le Maroc est très actif, mais on lâche pas. On a aussi des alliés. On a nos dossiers et discuté aussi parmi certaines délégations amies. Nous sommes en étroite collaboration avec nos amis sahraouis et les pays alliés. Donc c'est dur, mais le travail est lancé et on y arrivera.
Travail On est de terrain convaincu. surtout, travail de terrain, travail de fond et surtout un travail de médiation. Il s'agit aussi d'un combat de mémoire, Marie-France, mais j'ai envie de poser cette question. Comment contrer les contre-récits du Marzen, cette propagande du Marzen qui, on s'en doute, surveille étroitement ces différents militants et tente de torpiller tout type d'initiative, tout discours visant à l'indépendance, on l'espère, du peuple rifin. Comment contrer cette propagande? Je pense que c'est effectivement un problème qui se pose à beaucoup de causes. Étant membre du comité Free Assange, je sais ce que c'est que la contre-propagande et les bâtons dans les roues qu'on met pour empêcher que la vérité ne soit connue. Les moyens que l'on a, c'est notamment d'essayer d'être présent dans les médias. Alors ici, on a cette chance en Algérie, en Belgique, on n'a pas encore cette chance d'être vraiment présent dans les médias. Pendant qu'Ali était incarcéré, nous avons essayé, on a travaillé beaucoup à ce que les médias fait des causes pour Ali, parce que les autorités belges ne le faisaient pas. C'est pour ça que le comité a dû se mettre sur pied. Pourquoi elle ne le faisait pas? Alors je pense qu'elle ne le faisait pas parce que justement, le Maroc est un pays allié de la Belgique et qu'on ne doit pas menacer un pays allié, on doit essayer de le ménager, au contraire. On a eu la preuve parce que pendant l'incarcération d'Ali, une jeune belgo-nicaraguayenne a été incarcérée dans les prisons du Nicaragua et en 2018, et elle a été libérée en quelques mois par intervention directe des autorités belges. Alors que pour Ali, on réclamait, on est en 2018, il avait été arrêté en 2008, et depuis, on réclamait. Et donc, je pense que vraiment, il y a un deux poids, deux mesures selon le pays qui arrête et le pays qui demande l'extradition et le pays qui est... Et alors, je pense qu'un des points qui a été notre plus grand soutien, c'est que Ali, dans sa cellule, se battait déjà. Et donc ça, nous avions à le faire savoir. Par après, lorsqu'il est sorti, je vais en profiter pour le dire, et ça c'est un élément qui est très important pour pouvoir maintenant encore continuer à parler non seulement de l'incarcération d'Ali, mais justement des problèmes qui se posent aux prisonniers rifins, sahraouis qui se retrouvent dans les prisons au Maroc. Ali, après sa libération, a écrit ce livre avec une journaliste belge qui s'appelle Lucy Coe et qui l'a aidé à mettre en place le puzzle qu'il avait dans sa tête parce qu'il avait subi 12 ans de torture. Et donc, c'était très difficile pour lui. Il avait beaucoup de choses à dire, mais comment les dire? Et Lucy Coe l'a aidé à écrire ce livre. Le ciel est un carré bleu. Le titre dit beaucoup. Quand on est en prison et qu'on n'a pas grand-chose, une petite fenêtre, et on voit le ciel bleu, c'est l'espoir, c'est la sortie, c'est l'extérieur. Et le futur. Et le futur, voilà. Et donc, c'est un livre qui a été édité aux éditions Antidote, une édition belge. Et je pense que c'est vraiment un outil très important parce qu'il parle des conditions d'incarcération, de ces conditions d'incarcération, mais aussi de ses racines rifaines et donc de ce que l'on peut faire connaître sur la situation du RIF. Alors justement, on va donner la parole à Ali Aras qui est présent. Oui, donc je voulais souligner l'importance des comités de soutien. C'est très important pour les prisonniers de savoir que derrière, il y a des gens, il y a une association, il y a famille, des militants qui sillonnent les rues, qui questionnent les gouvernements, qui organisent des sittings, des manifestations pour faire parler de l'affaire de Ali. Et aujourd'hui, encore plus, parce que nous avons des dizaines de prisonniers dans le RIF, leur faire passer ce message qu'on est là, en tant que parti, en tant qu'observatoire RIFA des droits de l'homme, on parle d'eux, on internationalise leur affaire, c'est très important et je sais que l'information leur arrive. Deuxième point, c'est le point que Madame abordait concernant la nationalité des détenus. Nous, les RIFA, on a une sorte d'épée Damoclès sur nos têtes. Parce que on a une nationalité qu'on n'a jamais choisie, la nationalité marocaine. Et cette nationalité est utilisée comme prétexte pour dire aux autorités européennes un citoyen marocain, s'il est arrêté au Maroc, dans le RIF ou au Maroc,
c'est la priorité à la nationalité marocaine, et donc les pays européens n'ont pas le droit d'ingérence sur ces citoyens. Et ça, c'est un vrai danger, parce que nous, Parti national RIFin, nous avons un membre qui a été arrêté dans le RIF, à l'aéroport, parce qu'il écrivait, parce que c'était un journaliste, il a été à l'aéroport, il a écopé de 4 ans de prison pour ses positions pour l'indépendance du RIF. Je voulais juste faire ces deux points. Non, c'est entendu, vous avez bien fait. Alors, à l'IRAS, on parle des droits de l'homme, on parle du combat rifin, on parle de la marginalisation, les emprisonnements, les dérives sur les droits de l'homme. Si on devait mettre un visage sur ces souffrances-là, ça serait vous. En même temps, c'est une résilience, c'est un combat courageux. Vous êtes resté 12 ans, vous m'avez dit, hors antenne, en isolation, à la fois dans les géoles marocaines et les géoles espagnoles. Comment on fait pour à la fois patienter, continuer à alimenter cette flamme du combat, et comment aujourd'hui nourrir l'espoir pour les futures générations? Question complexe, je sais, mais on a envie aussi d'entendre votre témoignage, c'est important. Disons que au moment où j'ai été, on m'a torturé pendant ces 12 jours et 12 nuits. Une fois terminé, ils m'ont mis en dépôt à la prison de Salé 2. Quand dites ils m'ont torturé, vous parlez de qui exactement? Donc, je parle bien de la DST, les services secrets marocains, qui était présidé, qui continue encore à être présidé aujourd'hui par le directeur général de la DST et la DGST. Donc, aujourd'hui, il est là. Il est là, c'est la tête, la deuxième tête après Ali El-Himma, qui est le bras droit de Mohamed VI, et qui sont encore aujourd'hui peut-être même en conflit, mais ça c'est un autre sujet. Mais je pense que, pour répondre à votre question, c'était au moment, après avoir été torturé, maltraité et éjecté dans la prison à Salé 2, c'est à partir de ce moment-là que je m'étais dit, le calvaire est fini. Un calvaire, un cauchemar qui allait être commencé par après avec des représailles, bien sûr, ils allaient remettre ça à nouveau. Mais pas autant comme ils me l'ont fait, donc, pendant ces 12 jours et 12 nuits, donc, dans le centre secret de Tamara, là où ils ont torturé, et ils m'ont torturé à tant d'autres prisonniers politiques et d'opinion dans le passé. Il y en avait combien à peu près de ces prisonniers politiques? Il y avait des milliers qui sont passés par là, et d'autres qui sont venus de Guantanamo pour être torturés là, à la demande de ce service secret marocain, parce qu'ils disaient que nous, on est spécialistes dans ce domaine-là, on a des techniques, on a des méthodes qu'on utilise pour extorquer des aveux sur la torture. Et ça, c'est inadmissible. Je l'ai vu, je l'ai connu, je sais ce que c'est. Et donc, ils ont fait un dossier sur moi, tout monté, tout fabriqué, pour me condamner, bien sûr, en justice. Et c'est ce qu'ils sont arrivés à faire, bien sûr. Donc, en ce moment-là, en prison, là, je m'étais dit, je ne suis pas le seul à passer par ce centre secret de Tamara, et je pense qu'il est temps que je prenne cette décision très très lourde de dénoncer tous ces crimes, bien sûr légitimement avec la dénonciation qui a été faite aux Nations Unies, etc. Donc c'est à partir de là que j'ai senti qu'il y avait un autre poids, que je devais, une autre responsabilité à prendre, pas seulement la mienne, parce que j'ai vécu des viols, un viol d'une femme juste à l'entrée au centre secret de Tamara quand je suis rentré le premier jour. Et donc tous ces cris que j'attendais, et les miens bien sûr, et tout ce qu'ils m'ont infligé, ça m'a poussé à dénoncer, ça m'a poussé à m'engager, à dénoncer malgré encore que je n'étais pas encore condamné, alors que j'aurais pu rentrer dans ma coquille, dire voilà, le calvaire est fini, je vais rentrer dans ma cellule et attendre qu'il me condamne. Et je pense que si j'aurais pas dû porter plainte, j'aurais peut-être été déjà libéré depuis bien longtemps. Mais voilà, donc ils ont
pris conscience, ils se sont dit, celui-ci, on ne va pas le lâcher, on va le condamner à 12 années d'emprisonnement ferme. Et après ça, vous vivez en Belgique actuellement. Est-ce que vous sentez, je ne sais pas, une surveillance? Est-ce que vous êtes épié? Est-ce que de temps en temps, vous pressentez qu'il y a des yeux sur vous qui vous surveillent, une activité? Est-ce qu'on vous a, on va le dire familièrement, est-ce qu'on vous a relâché au niveau symbolique? Est-ce que vous pensez que vous êtes libre aujourd'hui? Disons que côté psychologique, traumatique, donc il suffit qu'il vous claquez une porte derrière moi, je me saisis. Il suffit qu'il y ait une humiliation, une violation de n'importe quoi, donc sur un être humain, même sur des animaux, ça m'effraie, ça me révolte, parce que il est admissible pour moi de revivre encore tous ces cauchemars, et je le revis malgré ça dans mes nuits blanches, et une fois réveillé, là, c'est le vide. Je suis complètement vidé dans mes forces et dans mes pensées surtout. Et donc, pour en parler plus largement sur ce sujet-là de la torture, ce qui est en accord donc avec les Nations Unies, donc la cause a été dénoncée auprès des Nations Unies et ils ont porté plainte, mes avocats bien sûr, et j'ai reçu donc la visite de rapporteur spécial contre la torture à l'époque en 2012 de Juan Mendez, le rapporteur spécial, qui est venu avec ses médecins et ses psychologues pour m'ausculter, surtout pour découvrir les traces des tortures physiques et psychologiques. Et bien sûr, il a fait son rapport auquel a été annexé donc, aux Nations Unies pour démontrer que la torture, elle existe encore. Et c'est encore aujourd'hui, ce sont des tortures systématiques qui se font un peu partout dans le Maroc. Témoignage fort et qui fait froid dans le dos, et on met justement un visage sur ces souffrances, et surtout belle leçon de courage. Allez, merci d'avoir été des nôtres. Comment voyez-vous l'évolution justement de la situation de ce combat RIFIN dans les années à venir? Quelles sont les perspectives, les méthodes, les urgences aussi? Justement, par rapport à ce que dit Ali, là c'est un témoignage vivant. Hier, à travers la conférence qu'on a organisée, c'était l'objectif, en projetant le film RIF 58-59 Brise le silence, c'est de montrer des visages, des voix à ces victimes. Parce qu'on a parlé souvent des violations de droits de l'homme, des répressions, viols, tueries de masse, mais on n'a jamais vu ces témoignages vivants. C'est indéfini, c'est comme ça. C'est de 58, une abstraction. Là on parle de 2008, 2020, 12 ans. C'est tous les jours. On dirait que le viol est une troisième ou une deuxième religion de ce régime. C'est une méthode, c'est méthodique, c'est systématique, c'est une façon de faire, c'est une façon de vie. Et ça nous pousse, nous, au Parti national RIFIN et à l'Observatoire RIFIN des droits de l'homme, à documenter tout cela, à rédiger des notes, à préparer, ramasser ou à récolter les preuves. On est suivi par une équipe juridique. En Belgique, on a un avocat. C'est aussi l'avocat d'Ali Arras. On a un avocat spécialiste du droit international. En Afrique du Sud, on a aussi un avocat qui a travaillé sur le dossier palestinien, le dernier. Et donc, on essaye de récolter ces informations. On essaye de monter les dossiers pour justement conduire ces responsables politiques marocains devant les justices internationales. Marie-France Deprez, il nous reste 2 minutes. Vous avez le mot de la fin, la conclusion. Comment s'articule le futur du combat RIFIN, selon vous? Alors, le combat RIFIN, je vais vous dire franchement, ce n'est pas à moi qu'il faut demander comment il s'articule. C'est après ces témoignages que nous avons entendus. Et puis aussi au peuple RIFIN. Je pense que c'est lui qui a son sort dans les mains, et je suis sûre qu'il est en train de prendre son sort en main et de lutter pour obtenir ses droits. Moi, ce que je vais dire, c'est l'avenir du combat pour Ali, parce que c'est le comité, je suis membre du comité Ali, et je suis ici en tant que membre du comité Ali, et le combat pour Ali n'est pas fini, parce que Ali est libre, mais la Belgique n'a toujours pas reconnu ses torts, puisque pendant 12 ans, elle ne l'a pas aidé. Et donc, nous devons absolument obtenir que la Belgique reconnaisse ses torts et lui donne des compensations. Elle lui a volé 12 années de sa vie, elle ne peut pas les lui rendre. Elle ne peut pas lui rendre le fait que sa fille a grandi sans lui, ça c'est fini, mais elle peut
l'aider à ce que son avenir soit meilleur et donc l'écouter aussi lorsqu'il s'exprime sur les droits, non seulement les siens, mais les droits du peuple rifin. Merci Marie-France Depré, je rappelle membre du comité Free Ali, également comité anciennement Free Assange Belgique. Merci d'avoir été des nôtres. Je tiens à remercier également Ousmane Eldouane, président du Parti national rifin. Merci d'avoir répondu présent. Et également Ali Arras, membre de l'Observatoire des droits de l'homme rifin. Merci pour votre témoignage et merci pour votre courage et bonne suite pour les futurs combats qui sont les vôtres. On vous suivra attentivement. Ce sera le mot de la fin pour l'émission du jour consacrée au combat rifin. Merci de nous avoir suivis. Je vous laisse avec la suite des programmes sur Al 24 News et vous dis à la prochaine.